Bienvenue à tous. La fraîcheur constatée dernièrement occasionne des maladies à une bonne partie des personnes âgées. Des douleurs de dos, de muscles sont entre autres des maladies auxquelles ces personnes font face. Comment nos seniors vivent-ils cette fraîcheur et ses conséquences? Tentative de réponse avec notre reporter Mamse Naboubabou. Un vent fort soulevant la poussière souffle dans les rues de Dakar. Maguette Jean, la cinquantaine, est vendeuse de gâteaux au marché Sam. Entièrement voilée, elle se protège bien contre la fraîcheur pour éviter les problèmes de santé. La fraîcheur me cause d'énormes difficultés. Il fait trop froid, en plus il y a beaucoup de vent. Regardez-moi, je suis munie de ma couverture pour pouvoir rester dans la rue pour vendre mes produits. Si je vous montre comment je marche, vous serez vraiment étonnés. J'ai des douleurs au niveau de mon dos et de mes pieds. Parfois, je pars me faire consulter à l'hôpital, mais les ordonnances sont très chères. Malgré toutes les maladies auxquelles elle fait face en période de fraîcheur, cette mère de famille est obligée de rester dans la rue pour écouler sa marchandise. Je n'ai pas de choix, je suis obligée. Tout ce que je gagne ici, je l'utilise pour les besoins de ma famille. Non loin, nous apercevons Eliman Gay. En compagnie de son neveu, vendeur de produits cosmétiques, il ne rencontre aucune difficulté. Pour cause, je n'ai jamais eu de problème en période de fraîcheur. Les gens n'ont pas la même alimentation. C'est pourquoi à nos époques, on n'utilisait pas de bouillon culinaire. On se nourrissait de lait caillé, de lait en poudre et de viande. En plus de cela, on s'entraînait beaucoup. C'est pourquoi on n'a pas de douleurs musculaires et autres. Fraîcheur rime avec certaines maladies chez les personnes âgées. Douleurs de dos ou de muscles sont entre autres maladies dont elles souffrent. À chacun ses astuces pour faire face à la fraîcheur. Mamse Naboubabou, la COVID-19 a fait 9 décès ce jour, 383 nouvelles contaminations sur 3029 tests effectués, 219 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, et 9 autres sont actuellement en service de réanimation. L'entente communale Malikunda-Nguyen-Sandiara vient de voir le jour. Le cadre ainsi constitué s'est réuni ce vendredi. Selon les initiateurs de cette union, il s'agit de remédier à la dispersion des efforts de développement, un tir groupé qui cible entre autres la zone industrielle qui polarise ces différentes communes. Muntagakan. C'est la deuxième fois que des communes s'associent dans le cadre d'un projet commun, a déclaré le maire de Malikunda, Maguette Sen. C'est un dispositif prévu par le Code des collectivités territoriales que des communes puissent en tout cas s'associer pour mener un projet commun. Donc nous l'avons compris et on sait que c'est très rare au Sénégal. De mémoire, je crois que c'est seulement la communauté urbaine de Dakar quand même qui a réussi dans le cadre d'une entente entre plusieurs communes à gérer les ordures. Et je crois, à ma connaissance, c'est la deuxième fois que des communes se réunissent, en tout cas, et se formalisent. Parce que c'est facile d'avoir une entente, mais c'est encore plus, en tout cas, c'est une autre chose de la formaliser et de la mettre sur pied. L'optimisme est de mise. Dire que ma vision sera en fait de développer cette zone intercommunale. Vous savez, cet agropole est la base, c'est le socle même de l'intercommunalité. Au niveau du Sénégal, il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont été mises en place, mais il y a très peu d'intercommunalités qui ont donné des résultats. Notre intercommunalité va donner des résultats parce que d'abord, elle est basée sur un projet concret, un projet économique, un projet laitier, un projet industriel, un projet horticole. C'est le projet donc de l'agropole de l'Ouest, initié par les 3 maires et aujourd'hui pris comme exemple par l'État qui s'appelle maintenant l'agropole de l'Ouest. Les initiateurs de ce cadre comptent intégrer les autres communes intéressées dans un futur proche. Le programme de l'entente est donc axé sur l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire. Écoutons le maire de Sandiara, Serigne Gueye. La structure, c'est les 3 zones des jeunes qu'on appelle donc des domaines agricoles communs, mais sur un modèle différent.
Les jeunes seront à la fois coopérateurs et ils seront à la fois employés et actionnaires. 100 jeunes par commune sur une 50 hectares. La deuxième structure, c'est la zone d'élevage. L'agropole sera également 200 hectares. Elle est appelée à concentrer toutes les associations d'éleveurs des 3 communes. Et la troisième zone, c'est la zone donc business, agrobusiness, une zone de 740 hectares, 750 hectares, qui va permettre de produire 8 millions de litres de lait, 3000 vaches laitières et surtout abriter ce qu'on appelle le centre agro-industriel, mais aussi un centre de location de matériel, un centre également de froid, de stockage des produits frais, un centre de formation, etc. L'agropole sera enfin un grand centre de formation pour les jeunes au métier de l'agriculture. Ce n'est pas des domaines agricoles communs comme les autres. Chacun de ces domaines agricoles communs va être constitué d'une école professionnelle agricole, mais également d'un grand domaine où les cultures, les dernières techniques en matière d'horticulture, en matière d'élevage et en matière d'industriel vont être enseignées à ces jeunes avant de commencer le travail. Et direction Sadio, 54 milliards de francs CFA pour la promotion de l'emploi et de la formation des jeunes, une enveloppe dont bénéficie la commune grâce à la coopération allemande. Par ailleurs, la jeunesse de Sadio invite l'État à désenclaver cette zone non loin de Touba, mais également à construire le lycée pour booster l'éducation dans cette zone du Bawal. Correspondance à Mbake, Gorandaklo et Tchernofaï. Sadio, une ville où l'équipe municipale pose d'importants jalons pour booster l'emploi et la formation des jeunes. À cet effet, la commune de Sadio bénéficie d'un projet financé par la coopération allemande. Nous avons des partenaires allemands qui ont financé un projet de 54 milliards en centre de formation professionnelle, en agri-élevage et en agroalimentaire. La commune a déjà fait la délibération sur 100 hectares. Alors, pourquoi ce centre-là est important? Parce que c'est un centre qui s'ouvre au niveau même de la sous-région. Cela veut dire qu'il n'y aura pas certainement tout simplement des jeunes de Sadio, mais nous aurons des jeunes qui vont venir de la sous-région. Malgré ses progrès agricoles, Sadio rencontre d'énormes difficultés dues à son enclavement. Il faut aussi signaler l'axe Taïf-Sadio. Donc ça, c'est une doléance traditionnelle. J'avoue que même moi, quand j'étais à l'école primaire, j'entendais toujours cette doléance-là. Et jusqu'à présent, les gens en parlent. On en a tellement parlé, on a fait des marches là-dessus, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas grand-chose. Autre problème soulevé par les jeunes de Sadio reste la construction d'un lycée d'enseignement pour accompagner les élèves de cette localité. Nous avons aussi des manquements à signaler, parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à présent, la commune de Sadio n'a pas de lycée. Et la commune a 13 écoles élémentaires, plus un CEM. Donc vous imaginez vous-même le nombre d'élèves qu'on a. Si vous allez à Taïb ou à Mbaké, il n'y a que nos enfants qui sont là-bas. Alors donc nous pensons qu'il est important, voire même nécessaire, d'installer un lycée au niveau de la commune de Sadio. Face à la presse, la municipalité de Sadio balaie d'un revers de main toute accusation liée aux problèmes fonciers. Le projet de suppression des villes suscite toujours des contestations à Rufisque. Les communicateurs traditionnels estiment que ce projet n'est pas d'actualité au regard du statut historique de la ville et des opportunités d'emploi qu'elle offre aux Rufisquois. Elhaj Masungom, doyen des communicateurs traditionnels, et au micro de Babacar Seck. La mairie là, ça date de 1880. Elle a 141 ans aujourd'hui. Donc, en tant que communicateur traditionnel, nous nous sommes réunis. Cette mairie-là, c'est le cœur de Rufisque. C'est la fierté de Rufisque. Donc, Monsieur le Président, nous vous le demandons de ne pas supprimer la mairie de ville de Rufisque. Alors, nous n'avons que cette mairie. C'est l'outil de développement de Rufisque. Bata n'existe plus. Ikotar n'existe plus. Nous n'avons que cette mairie. La Valda ne prend pas des emplois. Et la Sococim. Nous n'avons que cette mairie comme outil de développement. Il y a 1000 et quelques employés, 1000 et quelques pères de famille qui travaillent ici. Et il y a d'autres pères de famille qui espèrent qu'on les embauche dans cette mairie. Donc si on le supprime, où on va y aller? Donc, Monsieur le Président, nous te demandons cette proposition-là de le suspendre et de nous laisser avec notre mairie. C'est la fierté de Rufisque.
C'est le cœur de Rufisque. De Rufisque, nous allons à Ouakam. Le Djaraf Youssou Ndoye et le Ndeye Djiréo Daour Malick enterrent la hache de guerre, une décision motivée par les intérêts des Ouakamois, nous dit Malick Ndoye au micro de Youssouf Konté et de Seydina Mbaye. Comme tout le monde, vous avez remarqué que depuis quelque temps, on ne parlait que de conflits et de divisions à Ouakam. Mais nous avons pris la décision de mettre fin à ces conflits et à ces divisions. Raison pour laquelle on s'est approché de Djaraf Youssou Ndoye, qui est un parent de deux côtés. On a des liens de parenté aussi bien paternels que maternels. Donc on a provoqué cette rencontre pour vous exposer certains points qui nous divisaient. Et le plus saillant étant le titre foncier 5007, qui est aujourd'hui le titre foncier 1751 NGA. La raison de la division est qu'on se disputait le droit d'aménager ou bien le droit de morceler, le droit de partager ces terrains. Les autorités étatiques ont toujours tout fait pour nous inciter à nous réconcilier, et raison pour laquelle nous sommes engagés à le faire. C'est ce qui m'a rapproché au Djaraf Youssou Ndoye, au Djaraf Alioune Gueye, et aussi à d'autres personnes qui étaient, soi-disant, entre guillemets, des rivaux. Il ne s'agit pas de la réconciliation seulement de Daour Ndoye et du Djaraf Youssou Ndoye. Il s'agit de la réconciliation de tous les fils de Ouakam. Reprise des cours lundi, l'inspection d'académie de Grand Dakar dans la remobilisation et la sensibilisation. L'inspecteur de l'éducation et de la formation qui l'indique recevait aujourd'hui les acteurs de l'éducation de l'arrondissement de Grand Dakar. Selon Abdoulaye Wade, toutes les dispositions sont prises pour une rentrée dans le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Nous l'écoutons au téléphone de Baba Ndiaye. Nous avons rencontré les directeurs et les principaux de collège pour préparer la reprise des cours du 8 février 2021. Donc, comme vous le savez, nous allons reprendre les cours dans un contexte marqué par la seconde vague de la COVID-19. À cet effet, il a été demandé aux responsables des structures de redoubler d'efforts dans le contrôle en veillant à la redynamisation d'abord des gouvernements scolaires et surtout à la mise en place des brigades d'hygiène dans les écoles et établissements pour davantage impliquer les élèves dans la lutte contre la pandémie. Parce que contrairement à ce que pensent certains, nous sommes convaincus que l'école demeure un cadre idéal pour promouvoir les mesures d'hygiène individuelle et collective. Les élèves suffisamment préparés veilleront au respect des mesures barrières dans l'espace scolaire d'abord et joueront ensuite le rôle de relais en sensibilisant les populations. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons demandé aux directeurs et chefs d'établissement de commencer tous les jours les premiers cours par des activités de sensibilisation sur la lutte contre la pandémie. Ensuite, nous leur avons demandé aussi de prendre toutes les mesures utiles pour veiller à l'effectivité du port de masque dans l'espace scolaire. Nous avons demandé aussi aux directeurs et aux chefs d'établissement de mobiliser la communauté, de sensibiliser les acteurs à la base pour une prise en charge correcte des mesures barrières. Et pendant ce temps, la deuxième phase de retrait des enfants de la rue est en cours. Le gouvernement du Sénégal veut mettre en pratique son programme Zéro enfant dans la rue. Mais s'agit-il des apprenants des écoles coraniques ou d'enfants en situation difficile vivant dans la rue? Le terme enfant de la rue renvoie naturellement aux talibés. Or, tout enfant dans la rue n'est pas talibé. C'est en tout cas l'avis des citoyens rencontrés par notre reporter Youssouf Konté. Enfants de la rue, certains Sénégalais pensent automatiquement aux apprenants des écoles coraniques. Ce vendeur de téléphone s'apprête à accomplir la prière de l'après-midi. Interpellé sur le sujet qui concerne les enfants en situation de rue, il fait de prime abord le distinguo entre les apprenants des écoles coraniques aux autres enfants qui errent dans la rue.
Les talibés sont complètement différents des autres enfants. Ils n'ont même pas les mêmes comportements et les mêmes agissements. Les autres manquent d'éducation. À la Médina toujours, ce jeune est fabricant de chaussures. La question des enfants de la rue ne le laisse pas indifférent. Les autorités ont bien fait de mener cette opération, car la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Les citoyens doivent coopérer. S'ils voient un enfant qui erre, ils doivent l'aider en l'approchant et le signaler aux autorités. Dans une autre rue de la Médina, ce quadragénaire est sceptique par rapport à la décision des autorités. Réussir cette opération sera difficile car elle nécessite des préalables et en connaissant nos autorités, je doute fort qu'elles soient prêtes pour les retirer de la rue. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Des enfants en situation de rue sont visibles un peu partout sur les artères de Dakar. En cette période de pandémie de Covid-19 qui fait des ravages dans notre pays, ces enfants doivent être retirés de la rue le plus rapidement possible afin qu'ils soient à l'abri du virus, selon nos interlocuteurs. Autre chose, la montre électronique à bracelet est devenue tendance. Avec la floraison des smartphones dotés d'horloges, la montre était presque rangée dans les tiroirs, mais l'accessoire semble signer son retour en force grâce à un effet de mode. Illustration dans ce reportage signé Mohamed Diaye et Seydina Mbaye. Nous sommes au marché Sam, dans l'ambiance des occupations entre commerçants et clients. Ce jeune fait une course contre la montre afin de rejoindre son domicile à Ndiaye Thioker. Pour lui, c'est plutôt un effet esthétique qui le pousse à le faire. J'ai l'habitude de porter la montre électronique à bracelet. Souvent, je ne me soucie même pas de l'heure. Pour moi, ce qui importe, c'est de prendre soin de mon image, d'être à la mode. À l'image de ce jeune, beaucoup préfèrent jeter un coup d'œil sur leur téléphone portable pour consulter l'heure, mais cela n'empêche d'autres d'en acheter fréquemment. Ce vendeur de montres confirme qu'il reçoit plus de clientèle à la veille des fêtes d'anniversaire. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, malgré le fait d'avoir un téléphone portable, possèdent aussi des montres. La plupart des acheteurs viennent les veilles de fêtes d'anniversaire. Au cœur d'une discussion avec son ami, cet homme âgé d'une quarantaine d'années harmonise les couleurs de son costume africain et sa montre. C'est son style de s'habiller. La montre est au rendez-vous au quotidien avec lui. Donc, montre plutôt, d'où principalement avoir l'heure. Parce que le plus souvent, mon téléphone portable l'a utilisé. Souvent que dans mon bureau, donc quand j'ai besoin de heure, je regarde l'heure, montre. Alors que donc, pour dire que la montre, c'est plutôt une question de style. Pour solko, pour harmoniser avec sa yére, pour voir un peu que tu es un mec. Voilà, pour art quoi, tout simplement. À l'heure où il y a une montée de matériel électronique avec horloge, nombreux sont ceux qui trouvent le temps de porter la montre électronique à bracelet en guise d'accessoire. L'article de la semaine se met aujourd'hui aux couleurs de la CAF. Comme vous le savez sans doute, l'élection de la présidence de la Confédération africaine de football est prévue pour le 12 mars prochain à Rabat. 4 candidats en lice, dont Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, pour Cheikh Ahmed Tidiane Dème du journal Li Quotidien. Il s'agirait d'une affaire d'État. Le point avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall.
La présidence de la CAF, une affaire d'État. C'est le principal titre qui barre la une de l'I Quotidien. Et le 12 mars arrive à grands pas. Une élection très attendue. On parle de 5 CAF, c'est la Confédération africaine de football. Donc c'est 54 pays qui sont réunis. Le président Locke, il gère 54 pays avec des millions de dollars, avec des dizaines de millions d'euros. Donc ça fait beaucoup. Aujourd'hui, le président Locke est automatiquement premier vice-président de la FIFA, qui est une instance mondiale. En fait, c'est une affaire d'État, raison pour laquelle aujourd'hui, les pays dont leurs pays sont candidats à cette élection, aujourd'hui font tout pour que ces derniers soient élus le 12 mars prochain. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez quand même, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. Ça, je donne un exemple. Aujourd'hui, Jacques Anouma, qui est candidat à la présidence de la CAF, non seulement a le soutien de son pays, et puis c'est le Premier ministre même qui gère tout aujourd'hui. C'est un budget de plus de 2 milliards de francs CFA qui a été mis à sa disposition pour aller présenter son programme au niveau des pays africains. Les ministres des Affaires étrangères, des Sports et autres ministres sont mis en contribution et qui sont partout aujourd'hui en Afrique. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire et ça doit être aussi le cas pour la Mauritanie. L'I Quotidien nous présente les postulats au profil divers. Et le profil idéal pour mon confrère est bien Maître Augustin Senghor, candidat du Sénégal. Profil idéal pour la simple bonne raison. D'abord, il connaît bien le texte étant juriste, et puis c'est monsieur propre. Il est à la présence, il est à la tête de la Fédération sénégalaise de football depuis 2009. De 2009 jusqu'à nous, on n'a jamais entendu un scandale financier à la fédération. Donc c'est dit que d'abord il a l'expérience. C'est un juriste, donc connaissant les textes. Et il a l'âge idéal aujourd'hui, pour quand même pour gérer la Confédération africaine de football. Depuis longtemps, l'État y est. Quand l'État accepte de le parrainer, c'est-à-dire que l'État va mettre les moyens. Bon, maintenant la diplomatie, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. La diplomatie sénégalaise n'est pas en reste. Elle est entrée en jeu. Une élection de cette dimension internationale, c'est celle des pouvoirs publics. C'est ce qu'a compris le chef de l'État. Tous les moyens sont mis en orbite pour que le candidat sénégalais triomphe. Dans des cas pareils, quand la diplomatie n'entre pas en jeu, tu n'as aucune chance pour être président de la CAF. Que ce soit l'IFA, que ce soit les autres confédérations, que ce soit américaines, sud-américaines, centrales, asiatiques ou océaniques, il va falloir déployer la diplomatie. Macky Sall, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les victoires. Aujourd'hui, son souhait, c'est de voir un Sénégalais sous son règne être le président de la CAF. Maître Senghor, il a un bon profil, il a le soutien de l'État, bon, il a tout ce qu'il faut, raison pour laquelle l'État n'a pas lésiné sur les moyens. Aujourd'hui, j'ai vu les ministres des Sports, le ministre Abdoulaye Sow et d'autres grands noms. L'auteur de ce dossier paru dans l'I Quotidien s'est focalisé par ailleurs dans les coulisses agitées de la campagne pour la présidence de la CAF, entre pot de vin, pèlerinage et arbitrage. En dehors de Maître Senghor, Mostépé, le Sud-Africain, qui est milliardaire, dont la fortune est estimée à un tiers ou voire même un quart du budget du Sénégal, vous voyez ce que ça fait. Il a invité certains présidents de la Fédération africaine lors de l'anniversaire de son club qui se trouve le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ahmed Yahya, le Mauritanien, on l'accuse d'avoir détourné 75 000 € d'un club mauritanien. Et puis aussi, on l'accuse aussi de faire partie des présidents qui ont été invités à la Oumra, je crois en 2018, à la Mecque. Pour l'Ivoirien Jacques Anouma, bon, peut-être que ça fait un peu vieux, mais à un certain moment, il a été mêlé dans l'affaire de Ben Haman. Ben Haman, c'est le président de la Confédération asiatique de football. C'était un Qatari. Je crois qu'il a fini même par démissionner. Il était vice-président à la FIFA, il a fini même par démissionner parce que là, les gens soupçonnent d'avoir reçu des pots de vin. De tous les 4 candidats, il y a Maître Senghor qui se trouve être un monsieur propre, qui n'a jamais été mêlé à des pots de vin. 4 candidats pour un seul fauteuil à la tête de la présidence de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Motsepe, l'argent, le nerf de la guerre. Le Mauritanien Ahmed Yahya, le ballon d'essai. L'Ivoirien Jacques Anouma, jusqu'au bout de ses ambitions. Et le Sénégalais Augustin Senghor, le profil dont le foot africain a besoin. Verdict le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc.
Et c'est avec votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure, Fouré Mitol avec Naïma Remgay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée.